Des mails, des messages sur votre téléphone, des notifs non sollicités, et même des menaces de mort. Vous ne regardez pas Faites entrer l'accusé, et pourtant on va maintenant enquêter sur un des plus grands harceleurs de notre génération. Ce spam incessant n'est qu'une des nombreuses techniques employées pour vous faire utiliser l'appli Duolingo qu'on va explorer aujourd'hui. Alors bienvenue dans la Traversée 26. Vous le savez sûrement déjà, mais Duolingo ne fait évidemment pas un tel pressing par hasard. Si je vous dis jeu éducatif, selon votre expérience, il y a des chances que vous pensiez à quelque chose de tranquille, voire d'ennuyant. Mais si je vous montre cette chouette verte, elle évoque plutôt de la culpabilité ou la peur d'avoir une leçon en retard. Parce que pour attirer du monde, Duolingo a décidé d'adopter les codes de deux univers, ceux des jeux vidéo et les réseaux sociaux. Au niveau jeux vidéo, ça se voit avec son design et les éléments ludiques classiques des RPG. Points d'expérience, niveau à passer, badge d'accomplissement, zone de promotion et de relégation, etc. Il y a aussi des récompenses aléatoires, comme les coffres de gemmes, qui rappellent les mécanismes des machines à sous, ou à l'inverse des systèmes de pénalité comme la perte de vie, si on fait trop d'erreurs qui nous poussent à revenir tous les jours pour continuer à progresser. Et du côté réseau social alors ? Rien que la série de jours consécutifs en cours à maintenir nous rappelle celle de Snapchat qui nous faisait revenir sur l'appli tous les jours pour faire les flammes avec nos potes, ce qui est d'ailleurs maintenant possible sur Duolingo. Je vais aller encore plus loin. Comme pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui ont un pouvoir énorme sur notre comportement, l'appli veut aussi nous rendre accros en utilisant des stratégies sournoises. Par exemple, le cerveau humain déteste briser une chaîne de succès. Les créateurs le savent bien et jouent sur l'envie de ne pas perdre votre précieuse progression. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut connaître et exploiter des principes de psychologie comportementale afin d'encourager l'usage quotidien de son produit. Donc revenons aux bases et regardons tout d'abord qui est derrière tout ça. Les débuts de Duolingo remontent à 2009 et l'appli a été fondée par deux personnes qui ont tout du duo de protagonistes dans les films. Pour moi, il respire l'énergie des personnages principaux. Le premier nous vient du Guatemala, j'ai nommé Luis von Ahn. Avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut zoomer 2 secondes sur le centre du drapeau du Guatemala ? Il y a quand même 2 fusils et 2 épées, et dans le même temps, il y a des branches d'olivier et un oiseau pour la paix. Il faut vous décider les gars, si vous voulez un drapeau pacifique, peut-être diminuer le nombre d'armes dessus, non ? Si vous voulez continuer sur la lancée des drapeaux, je vous conseille au passage la dernière vidéo de Grade A Under A qui est excellente. D'ailleurs attendez, je vais essayer de piquer son style pour le reste de la présentation. Luis von Ahn donc est un expert informatique venant du Guatemala et avant même de fonder Duolingo, il avait déjà fait ses preuves en créant les technologies derrière CAPTCHA et ReCAPTCHA. Google a racheté ces deux systèmes que vous avez sûrement déjà utilisés et qui se basent sur le tremblement de votre clic pour vérifier que vous ne soyez pas un bot ou un autre robot, mais bien un humain. L'autre cofondateur de Duolingo nous vient de Suisse et a un nom très stylé en plus d'être parfaitement adapté pour travailler dans le milieu de l'informatique. Il s'appelle Severin Hacker et il était à l'époque étudiant à l'université Carnegie Mellon qui se trouve à environ 600 km à l'ouest de New York. Louis et Séverine se sont rencontrés là-bas parce que Louis était professeur en informatique dans le doctorat que Séverine étudiait. En discutant ensemble pendant leurs années de cours, ils ont décidé de travailler ensemble parce que les deux voulaient créer un projet informatique qui rendrait l'éducation plus accessible grâce à leurs outils. Louis s'est rendu compte durant son parcours qu'apprendre des langues, notamment l'anglais pour lui, aidait beaucoup pour avoir des opportunités professionnelles ou académiques, et que c'était souvent hors de portée quand la personne ne pouvait pas se payer des cours ou voyager dans un pays pour la pratiquer. Là, on va partir sur une petite parenthèse de leur modèle économique, donc vous pouvez cliquer sur le temps à l'écran si vous voulez passer. Mais pour rendre l'application gratuite, Duolingo s'est d'abord fait financer par des levées de fonds en capital risque, et a reçu des investissements par 3 gros fonds d'investissement, notamment celui de Google qui, je suppose, devait garder un œil sur les autres projets de Louis après CAPTCHA. Après avoir reçu de quoi tenir pour se lancer, l'appli faisait d'abord traduire du contenu en ligne pour des entreprises tierces aux apprenants. Ça a permis à la plateforme de générer des revenus sans avoir à facturer les utilisateurs, puis Duolingo est passé à un modèle freemium. L'application est restée gratuite, mais propose des options supplémentaires payantes pour enlever les pubs par exemple. Et en juillet 2021, leur société est entrée en bourse, ce qui a permis de lever encore plus de fonds pour continuer de grossir. Louis a donc apporté son expérience entrepreneuriale et son approche des projets de grande échelle à leur projet. Séverine, quant à lui, est un excellent ingénieur logiciel, passionné de technologie et de systèmes intelligents, et il a apporté l'expérience technique nécessaire pour concrétiser les idées de Louis. Il a notamment conçu les algorithmes qui personnalisent les leçons en adaptant le contenu selon le niveau et les progrès des utilisateurs. Et il est encore aujourd'hui le directeur technique de l'entreprise. Avec Louis, ils ont eu besoin de plusieurs années de développement, mais le succès a été quasi immédiat. Pendant le test de la version bêta, fin 2011, la liste d'attente pour s'inscrire a vite grandi et même atteint 500 000 personnes. Résultat, après le lancement en 2012, l'appli a atteint des millions d'utilisateurs en quelques années. Aujourd'hui, Duolingo est un acteur majeur de l'éducation en ligne avec des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde qui peuvent apprendre plus de 40 langues. Ce succès et cette popularité viennent de plusieurs choses. Bien sûr, de ce qu'on a déjà évoqué
évoqués, c'est-à-dire le duo Louis et Séverine qui fonctionne bien, l'appli éducative qui est à la fois accessible, gratuite, ludique et divertissante, mais il y a autre chose qui a vraiment aidé l'appli à se démarquer. Je tourne autour du sujet depuis tout à l'heure, on va enfin parler du marketing. On disait déjà en intro que Duolingo reprend les codes des réseaux sociaux. On peut commencer par ça et revenir sur les notifications. Ici, la stratégie de croissance ne se base pas que sur une viralité organique, comme les autres applis, qui encouragent juste leurs utilisateurs à inviter leurs amis à télécharger l'appli, qui eux en feront de même une fois réguliers. Les notifications sont insistantes et vous sollicitent plusieurs fois par jour de manière limite agressive pour vous faire culpabiliser et vous rappeler que d'autres progressent pendant que vous ne faites rien. Ces encouragements à réviser rapidement une leçon ont pour but de créer ce qu'ils appellent le FOMO. L'idée est qu'en étant constamment rappelé de revenir sur l'application, l'utilisateur développe une routine. C'est une stratégie pour vous inciter à revenir en permanence, jusqu'à ce que cela devienne une habitude chez vous, mais c'est surtout un moyen pour la plateforme d'être gagnante sur les deux tableaux. Cette technique divise les utilisateurs et dans les deux cas, ils feront de la pub à la chouette verte. D'un côté, ceux qui apprécient ces rappels vont les considérer comme une motivation pour ne pas perdre leur rythme d'apprentissage d'une langue et partager leur progrès sur leurs autres réseaux, mais ceux qui trouvent ces notifs envahissantes, stressantes ou contre-productifs vont quand même les partager sur leurs différents réseaux pour les critiquer ou s'en moquer. Pour marquer les esprits, il y a deux stratégies reconnues en pub, séduire ou choquer. Et Duolingo est très fort pour ça parce que l'entreprise aime provoquer ce genre de réaction avec de l'humour absurde ou inhabituel que les sociétés plus classiques. Par exemple, leur widget pour suivre sa série de jours est souvent qualifié de drama queen ou de menaçant. Pareil pour son icône de lancement. Si le logo que j'ai mis en miniature de la vidéo vous a intrigué et que vous êtes toujours là, sachez que ce n'est pas un hasard et que ça a été réfléchi en profondeur par des graphistes spécialisés. Avec la chouette de Duolingo qui veut soit vous tuer, soit être à l'agonie quand vous ne faites pas vos leçons, les marketeurs ont bien compris que ça faisait réagir. Je pense que ça fonctionne particulièrement bien sur notre génération Z, qui est le public cible parce que les moins de 35 ans actuels sont très friands d'humour absurde. De plus, je ne sais pas si c'est calculé, mais en rendant les icônes malades, vieilles ou mal en point, quand vous ne prêtez pas assez d'attention et à l'inverse flamboyantes quand vous êtes à jour dans votre apprentissage, ça reprend la même dynamique que les jeux vidéo d'enfance, comme quand je jouais à Nintendogs à l'époque, ou pour les plus vieux, ça doit leur rappeler leur Tamagotchi. L'équipe de com est aussi très active sur les réseaux déjà existants. Déjà, ils répondent à de nombreux commentaires, interagissent beaucoup avec les gens, souvent en rentrant dans leur jeu quand ils parlent du harcèlement ou en les menaçant si leur leçon du jour n'est pas faite, par exemple. Il existe plusieurs comptes Duolingo gérés par pays, et quand ils ne répondent pas, ils postent souvent du contenu en adaptant leur humour à chaque plateforme pour viser la bonne audience. À commencer par LinkedIn, qui n'est pas un réseau classique, où ils ont posté de fausses offres d'emploi comme éleveurs de chouettes professionnels. Mais à côté, ils partagent aussi des histoires de réussite de leurs utilisateurs et des contenus éducatifs qui montrent leur expertise en matière d'apprentissage des langues. Cela leur permet de toucher un public à la fois jeune et de rester crédible auprès des plus professionnels. Sur YouTube, je vous laisse juger, ils postent du contenu et des sketchs assez aléatoires. Enfin, sur Twitter, ils ont assez vite compris le climat et répondent aux utilisateurs de manière sarcastique lorsqu'ils disent avoir arrêté leur leçon, souvent avec de l'humour noir. Pour moi, c'est notamment parce que les personnes qui gèrent ces comptes sont également des jeunes, qui aiment et comprennent le contenu qu'ils postent, et ça évite d'avoir ce décalage quand un compte de marque essaye de reprendre une tendance, mais hors contexte ou trop tard, et après ils passent pour des ringards. Par exemple, quand Zaria a commencé le TikTok de Duolingo en tant que community manager, elle avait 20 ans et ses idées ont rapidement fait grossir le compte, notamment pendant le confinement, en participant à des challenges, des audios en tendance, ou en utilisant des mèmes populaires en réponse. Mais l'entreprise a été si efficace pour s'approprier les codes et la culture d'internet qu'il existe carrément des mèmes ou des running gags spécifiques à l'application. En tout cas suffisamment populaires pour avoir l'équivalent mémesque d'une page Wikipédia, c'est-à-dire des subreddits et des pages Know Your Meme dédiées. Pour en citer quelques-uns, on peut parler de l'obsession pour Dua Lipa, qui serait le féminin de Duolingo, bon, pas besoin de développer, Spanish or Vanish, et autres variantes de la phrase de menace selon la langue apprise. D'ailleurs, ils ont poussé le truc tellement loin avec ça qu'ils ont monté une comédie musicale avec du patinage artistique visiblement. Sur TikTok et Insta, on les retrouve souvent déguisés avec ce costume de mascotte géante et ils font souvent des vidéos pour renforcer le côté envahissant de l'application et ils surfent aussi beaucoup sur les tendances et les mèmes du moment. Pour finir, on peut parler des phrases étranges que l'appli veut nous faire apprendre. Duolingo propose parfois dans ses exercices de traduction des phrases qui semblent bizarres ou totalement inutiles dans la vie quotidienne, genre le canard lit un livre ou je suis un ananas. Les utilisateurs partagent souvent ça sur Reddit avec des subreddits spécialement pour ça, ou alors sur Twitter, soit avec des threads de phrases absurdes, soit certains comptes ne postent que ça. Je suis d'ailleurs tombé sur une vidéo YouTube sympa d'un anglais qui lit les phrases les plus folles. Je vous propose d'aller faire un tour dans ses commentaires pour avoir quelques exemples. Le norvégien en a quelques-unes pas mal qui forment
une histoire comme ma femme me déteste, je suis en train de divorcer, elle garde les enfants et je mange du pain et je pleure allongé au sol. J'aime bien comment on passe de la phrase « je voudrais vivre dans tes chaussures pour que je puisse être avec toi à chaque pas du voyage » qui est très bienveillante à juste après ça, la fin est proche. Il pourrait faire un film d'horreur de quelqu'un qui apprend une langue, mais les traductions qu'il doit faire deviennent progressivement de plus en plus spécifiques, personnelles et menaçantes. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un film parce que je vois en commentaire que quelqu'un est déjà en train de perdre ses nerfs. J'apprends actuellement le grec. Pour l'instant, je n'ai appris qu'une couleur, le rose. Elle apparaît dans pratiquement toutes mes phrases. L'eau rose, le toast rose, la soupe rose, le pain et les poissons sont roses. L'eau rose, l'eau rose, l'eau rose. Arrêtez de me dire que l'eau est rose. Les phrases idiotes et bizarres sont là de manière délibérée. Il est extrêmement peu probable que vous les entendiez au quotidien, ce qui vous entraîne à écouter chaque mot et à comprendre réellement ce qui est dit plutôt que de simplement deviner la phrase en fonction de ce qui est le plus probable qu'elle veut dire. Bon, ce com m'a fait faire quelques recherches en plus pour savoir pourquoi Duolingo propose ce genre de phrases, et c'est en fait plus réfléchi que ce que je pensais. Déjà, il a tout à fait raison, les phrases inattendues comme ça nous empêchent de traduire sans être concentrés. Avec des phrases absurdes, inattendues ou drôles, le cerveau retiendra mieux les mots et la grammaire utilisée, et les utilisateurs se souviennent mieux de la structure grammaticale, du vocabulaire et des conjugaisons. De plus, l'appli doit faire pratiquer plusieurs fois les mêmes mots ou des règles grammaticales spécifiques, ce qui explique ces phrases avec des combinaisons étranges. Bref, on peut passer à la conclusion parce que je pense que vous commencez à saisir le message de ma vidéo. Si Duolingo force et abuse à ce point, c'est que rien n'est laissé au hasard, et au contraire, beaucoup de choses en apparence anodines ont été minutieusement calculées. À l'heure actuelle, j'ai fait plus de 650 jours de leçons sur Duolingo, et mon avis, c'est que même si ça ne suffit pas pour apprendre totalement une langue, c'est assez pratique pour avoir une première base, par exemple en apprenant du vocabulaire ou en voyant des structures de base d'une nouvelle langue. Pour moi, ça a été l'anglais et l'espagnol, mais quelle que soit la langue que vous voulez apprendre, il y a deux choses qui vous aideront vraiment à progresser. La première, c'est de la parler et la pratiquer régulièrement, avec quelqu'un qui la maîtrise et pourra éventuellement vous corriger. La deuxième, c'est de l'écouter le plus possible, de préférence dans un max de formats qui vous plaisent, comme des films, des séries, des livres que vous connaissez ou des vidéos sur des sujets qui vous intéressent par exemple. Vous avez écouté des milliers d'heures dans votre langue natale, il faut donc en faire autant dans votre langue cible pour que votre cerveau l'assimile. En résumé, travaillez à fond votre expression et votre compréhension. Bon, maintenant la prochaine fois que vous recevrez une notification abusée de Duolingo, vous saurez pourquoi, alors moi je vous dis à la prochaine!